En attendant que les dernières personnes s'installent et avant de laisser la parole au président directeur général de l'Ifremer, M. François Houllier, permettez-moi de vous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce séminaire. Vous le savez sans doute, la démarche prospective Imaginons la flotte océanographique française à l'horizon 2035 a été lancée en mars 2023. Il s'agit d'une grande réflexion collective qui associe l'ensemble de la communauté scientifique utilisatrice de la flotte. Elle vise à terme à élaborer de nouveaux scénarios d'usage des moyens océanographiques. Vous êtes nombreux dans la salle à avoir d'ores et déjà pris part aux travaux initiés ces derniers mois. Ils ont pris la forme de groupes de travail scientifiques et d'ateliers collectifs. Il s'agit à présent de mettre en débat durant ces 3 jours les premières réflexions et de produire quelques recommandations qui permettront d'ici le mois de juin l'élaboration de scénarios de renouvellement des moyens océanographiques. Pour cela, des temps d'échange en plénière sont au programme, mais également de nombreux temps d'ateliers pour permettre de croiser plus facilement les regards en groupe restreint. Voilà donc pour les grandes lignes de la démarche. Un mot du programme détaillé de cette première après-midi. Juste après l'allocution introductive de François Houllier, Olivier Lefort, le directeur de la flotte océanographique française, interviendra pour un point sur les principales actualités de la FOF. À 14h30, nous accueillerons Michel Badré, Éric Guilliardi et Olivier Ragueneau pour une table ronde sur le thème « Enjeux éthiques pour la flotte océanographique française ». Et à 15h30, les 6 groupes de travail scientifiques qui ont réfléchi ces derniers mois nous partageront une restitution de leurs travaux. S'en suivra un temps d'échange autour des posters que chaque groupe de travail a préparés. Ça se passera au niveau du hall et dans différents espaces que nous vous indiquerons. Vous pourrez librement circuler de l'un à l'autre des posters et surtout apporter vos contributions à la réflexion. Et puis cette première journée se terminera par un cocktail qui sera servi dans le hall juste devant l'amphithéâtre. Quelques informations pratiques concernant le séminaire à propos des ateliers qui auront lieu cette fois-ci demain après-midi et mercredi matin. Pour ceux qui sont parvenus à s'inscrire en ligne, vous pouvez vérifier que votre inscription a bien été prise en compte dans les listes qui se trouvent dans le hall, lobby juste devant. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il est encore possible de le faire à l'ancienne. Vous pouvez écrire votre nom sur les listes dans la limite des places disponibles. Pour toutes les questions pratiques durant ces 3 jours de séminaire, vous pouvez vous adresser à l'équipe organisatrice avec des badges organisation. Ceux qui interviennent et qui n'auraient pas encore transmis leur présentation, vous pouvez le faire auprès de Romuald Garot qui est juste ici. Et pour tout ce qui concerne le contenu de la réflexion, vous pouvez faire part de vos idées à Maximilien Simon, qui se trouve quelque part dans la salle et qui pilote cette démarche prospective. Merci de votre attention. Je laisse tout de suite la parole à François Houllier, président directeur général de l'Ifremer. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Très heureux de voir que ce séminaire de prospective qu'on a organisé, enfin quand je dis on, moi pas beaucoup, je pense plutôt à mes collègues de la direction de la flotte océanographique, a recueilli l'intérêt d'un grand nombre de personnes, de collègues. Donc très heureux de vous accueillir tous ici au siège de l'Ifremer et sur le centre Bretagne, qui est donc, comme l'a dit notre collègue, est dirigé par Valérie Mazuric. Profitez du fait qu'on est encore dans la période qui convient pour vous souhaiter à toutes et à tous une belle année 2024. Souhaiter aussi plus généralement une belle année à la flotte océanographique, à celles et ceux qui la font vivre. Et par celles et ceux qui la font vivre, je pense évidemment à la direction de la flotte. Je pense aussi à Génavir, le directeur général de Génavir, Éric Derrien, est présent. Je pense aussi à toutes les instances, et j'y reviendrai dans un instant, qui sont essentielles au bon fonctionnement de cette instance, le comité scientifique consultatif, et je salue son président qui est là, les commissions des flottes hauturières et côtières, les commissions locales d'évaluation, les groupes de travail qui existent. Donc merci et bonne année aux uns et aux autres.
Et puis bonne année aussi aux utilisateurs de la flotte océanographique française, puisque vous êtes très nombreux à en être des usagers, des utilisateurs. Puis à toutes et celles et tous ceux qui se sont impliqués dans cet exercice de prospective. Donc dans mon propos, je vais me concentrer sur en gros 3 points. De façon peut-être paradoxale, je vais commencer par un regard rétrospectif sur un siècle à peu près de la flotte océanographique française, parce que je pense que au moment où on regarde vers l'avenir, c'est utile de voir ce qui a changé au cours du temps. Ensuite, je vais nous inviter collectivement à allonger la mire au-delà de 2035. Cette prospective, elle est censée aboutir à un moment ou à un autre à une programmation de l'évolution des moyens de la flotte à l'horizon 2035. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse regarder au-delà pour que les moyens de 2035 soient adaptés à ce qui se passera ultérieurement. Et puis j'insisterai in fine sur le fait que dans une prospective de ce type-là, il me semble qu'une approche systémique, qui est d'ailleurs celle qui a été conduite sous l'égide du comité directeur de la flotte, il me semble que c'est important qu'une telle approche soit mise en œuvre et mobilisée. Donc un rapide regard rétrospectif qui est basé en fait sur les campagnes océanographiques telles qu'on peut aujourd'hui les retrouver dans la base de données gérée par l'Institut, qui sont des campagnes océanographiques qui sont déroulées sur des navires français ou qui ont été menées par des équipes françaises dans des collaborations dûment estampillées. Je ne sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire, parce que quand on remonte à 1921, on peut avoir perdu un peu la mémoire, sur des navires étrangers, donc sur à peu près un siècle, de 1921 à 2023. Alors j'aime beaucoup présenter cette carte que j'ai découverte il y a quelques années, parce que là c'est la trace cumulée de toutes les campagnes menées sur à peu près un siècle par les navires qui aujourd'hui constituent la flotte océanographique française, mais qui n'existaient pas en tant que telle à l'époque. Cette carte, elle donne à voir les zones d'intérêt privilégiées et puis aussi les zones dans lesquelles la flotte océanographique se déploie moins. Je vais ensuite essayer de remettre ça en perspective temporelle. Alors, est-ce que ça démarre ou pas? Et donc, vous allez voir avec un pas de temps de 10 ans, comment ces campagnes se sont progressivement déployées. Et pendant que cette animation se déroule, en fait, ce que vous voyez, c'est une histoire des moyens navals disponibles, à la fois les navires, les engins, les équipements. Vous voyez aussi une histoire des opportunités, parce qu'il y a derrière des campagnes qui ont pu être au départ menées sur des chalutiers, sur des navires de la Marine nationale. Donc au départ, beaucoup d'opportunités, ensuite des moyens dédiés. Vous y voyez des thèmes scientifiques d'intérêt. Je ne sais pas où on en est. À un moment, on va apparaître la dorsale médio-atlantique. C'est un sujet d'intérêt particulier. Et j'étais à la Seine-sur-Mer la semaine dernière, ceux qui ont participé au programme FAMOUS, etc., me parlaient de ce moment-là. Vous y voyez des crises politiques. On a déjà passé la Deuxième Guerre mondiale, mais vous avez vu qu'à ce moment-là, il n'y a plus pratiquement de campagne du tout. Vous y voyez, vous pouvez y deviner des collaborations internationales, présentes ou absentes. Vous y voyez aussi les zones de présence ou d'influence de la France. Et donc, le déploiement d'une flotte océanographique française au travers des campagnes qui sont effectivement réalisées, c'est une affaire de science, c'est une affaire de technologie, c'est une affaire de navires, c'est une affaire d'équipement, mais c'est une affaire de plein d'autres choses aussi. Et c'est ça que je voulais pouvoir illustrer avec cette brève animation. Et je tiens à remercier les collègues qui m'ont fourni les éléments pour la produire. Alors donc ce qu'elle nous apprend, cette rétrospective, c'est qu'à l'échelle séculaire, il y a des dimensions multiples que je viens d'évoquer qui sont mises en œuvre. Non seulement les moyens navals, quand je suis interrogé, quand je présente l'Ifremer à l'extérieur, on parle toujours de la flotte en premier, on parle toujours des navires. Mais la flotte, ça n'est pas effectivement que les navires, c'est tout un environnement technologique. Ça dépend, et je l'ai déjà évoqué, des intérêts scientifiques. Au départ, c'était que de l'halieutique en 1921, et ensuite, ça s'est ouvert à un grand nombre d'autres sujets, et heureusement que ça s'est ouvert à un grand nombre d'autres sujets. Et puis, il y a des éléments qui sont un petit peu plus cachés. Enfin, dans les années 60, 70, si la flotte s'est développée, si les moyens se sont développés, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique très forte à l'époque de le faire, et ça s'est fait aussi dans un contexte de collaboration et de compétition internationale assez marqué. Donc il y a des dimensions qui sont aussi géopolitiques. Alors plus près de nous, sur les 10 dernières années, il y a eu
deux temps que je voudrais évoquer. Alors le premier, très rapidement, il y a eu tout un mouvement que moi je n'ai pas connu de 2011 à 2017 qui est allé de l'unité mixte de service flotte à la flotte unifiée, qui a notamment été pour l'Ifremer conduit par mon prédécesseur François Jacques, indiquer que depuis 2018, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été réalisées. Donc on a achevé l'unification de la flotte en transférant les navires de l'IRD, qui était du Marion Dufresne, qui n'est pas à l'IRD, mais aux terres australes et antarctiques françaises. Je crois qu'on a d'ailleurs un collègue des TAF qui est ici présent. Et puis, pareil pour les navires du CNRS. Il y a une gouvernance qui s'est mise en place à partir de celle qui existait antérieurement, mais qui a été adaptée avec la création de la direction de la flotte océanographique, avec la mise en place d'un comité directeur. Je salue Jean-Marie Flo, qui est présent, qui préside ce comité directeur pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, il y a eu une première, après la prospective qui avait été faite en 2007, il y a eu un premier plan d'évolution de la flotte, une première programmation de moyen terme, PMT 2020-2030, qui a été réalisée, et des rencontres de la flotte océanographique qui se sont tenues en 2021. Au-delà de l'achèvement de l'unification de la flotte, dans cette période-là, et notamment à partir de 2020, on a connu un certain nombre d'évolutions contextuelles marquées. Marqué par des crises, et puis aussi marqué par la montée en puissance de la question de la transition écologique. Alors, dès 2020, l'Ifremer et le G-Navire ont fait labelliser la flotte Green Marine Europe. C'était d'une certaine manière une façon de reconnaître que la question de l'empreinte environnementale et de la transition écologique est un sujet important. Il y a eu ensuite tous les sujets qui ont été liés à la pandémie, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, ça a encore aujourd'hui quelques conséquences en matière de programmation des campagnes. Ça a été aussi l'occasion, à propos d'une campagne menée sur le volcan sous-marin de Mayotte, d'avérer la possibilité de téléopérer une campagne, tous les personnels étant par ailleurs en télétravail. On savait que c'était faisable, mais enfin, ça a été fait à cette occasion-là, et je pense que ça aussi, ça a marqué certains esprits. Et puis il y a de l'autre côté toute la question de la flambée des coûts de l'énergie, leur stabilisation à un niveau élevé des prix. Chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en fait, depuis 2 ans ou 3 ans, nous fournit une subvention complémentaire pour opérer la flotte malgré des coûts élevés, en disant que cette subvention est exceptionnelle, mais les prix ne descendront pas de l'énergie. Donc l'exception est devenue une forme de règle. Je ne sais pas quel est le niveau de stabilisation des coûts de l'énergie, mais je crains qu'ils ne redescendent pas. Et puis il y a eu ce changement profond d'attitude vis-à-vis des enjeux de décarbonation. Quand j'ai rejoint l'Ifremer en 2018, c'était pas... il y avait des gens qui travaillaient sur cette question, sur l'empreinte environnementale, mais ce n'était pas un sujet majeur, ni dans la communauté, il y avait des exceptions, il y a des pionniers, ni dans l'Institut. Je crois qu'en 5 ans, ça a radicalement changé, et le contexte aussi a radicalement changé. Donc sur les dernières années, oui, c'est la bonne diapo, il faut que je vérifie, oui. Il y a eu deux autres évolutions qui méritent d'être mentionnées. On est passé des plans d'investissement d'avenir à France 2030, et à cette occasion-là, on a vu apparaître l'océan. Et ça se traduit potentiellement par des demandes de campagnes supplémentaires ou des campagnes ou des projets nouveaux au titre des programmes prioritaires, Océan Climat aujourd'hui, Grand Fonds Marin demain. Mais on peut imaginer que d'autres PEPR concernent aussi l'océan, par exemple Bridge dans l'océan Indien, et qu'il puisse y avoir des demandes de campagne. Ça se traduit aussi par un objectif 10 particulier qui est sur investir dans le champ des fonds marins, avec là à la fois peut-être des demandes de campagne, mais aussi des développements technologiques particuliers qui sont susceptibles d'être menés et qui concernent la flotte. Et donc un contexte qui n'est pas tout à fait le même que celui qui a présidé à l'élaboration de la prospective de 2017 et de la programmation et de la plan de modernisation de 2020. Et puis il y a par ailleurs, et je crois qu'on le constate tous, des multiplications des opportunités de toute nature. Alors j'ai dit de toute nature parce qu'il s'agit aussi bien d'utiliser des bâtiments à usage professionnel pour faire de la science. C'est aussi des projets de création de navires que je qualifie d'opportunités parce qu'ils ne sont pas dans le sein de la flotte, mais qui sont des navires dédiés à l'océanographie, mais qui sont des navires privés. C'est aussi l'usage de bateaux, par exemple de plaisance ou d'autres, à d'autres fins. Pour en venir à la prospective, donc c'est un nom féminin qui engage l'avenir, si on dit ça comme ça, et donc qui engage des éléments de futurologie ou prévisionnel. Le point qui est important et que je voudrais évoquer ici, c'est
Pour cette prospective, je crois qu'il faut pouvoir tirer parti de la première prospective de la flotte qui avait été faite, Catherine Jandelela, en 2017. Il faut aussi prendre acte donc, des évolutions rapides que je viens très rapidement d'évoquer. Il faut examiner les tendances et les ruptures possibles, puis en déduire des scénarios d'évolution future. Quand on fait une prospective, on a parfois tendance à aller directement au plan. Je crois que l'exercice qu'on a voulu faire ici, c'est de prendre un peu de temps et de recul avant d'aller à une programmation de moyen terme. Et donc l'exercice auquel vous êtes convié, et puis celui que vous avez déjà mené depuis le mois de mars qu'on a lancé la prospective, c'est aussi pour pouvoir explorer des scénarios alternatifs. Puis après, il faudra bien faire des choix, mais je pense que c'est important de balayer ces différentes alternatives avant d'aller vers une programmation de moyen terme. Allonger la mire, ça, c'est sans doute une évidence pour tous, mais donc Olivier reviendra tout à l'heure. Il y a un certain nombre de coûts qui sont partis déjà, qui étaient prévus dans la programmation d'évolution de la flotte de 2020 à 2030. Donc je ne vais pas les détailler, Olivier y reviendra. Il y a des coûts qui sont prévus dans cette programmation 2020-2030. Et donc cela, il faut sans doute commencer à les mettre en œuvre. La poursuite du renouvellement des navires côtiers, l'anticipation de la sortie de flotte et du remplacement de 3 des 4 navires hauturiers. Alors c'est à l'horizon 2035, mais enfin le premier c'est 2030. C'est l'Atalante. C'est aussi des choses, des nouveaux engagements, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis il faut, au-delà de 2030-2035, il faut regarder à l'horizon 2050, parce que la question de la décarbonation totale de la flotte, elle se pose, et il faut donc engager le mouvement. Et puis les moyens navals qui sont entrés en flotte en 2030, ils seront jamais qu'à mi-vie en 2050. Et donc, certes, on fait une prospective à l'horizon 2035 pour faire une programmation à l'horizon 2035, mais il faut quand même qu'on pense évidemment au coût d'après. Pour terminer, je voulais insister sur la nécessaire dimension systémique qui est bien illustrée dans le programme que vous avez, dans tous les travaux préparatoires qui ont été conduits, en prenant l'exemple de la décarbonation de la flotte et vous faire part d'une conviction. Quand on me parle de décarbonation de la flotte, souvent les gens me parlent de navires au titre de la propulsion, quand ils voient plus loin du cycle de vie. L'enjeu, c'est pas de décarboner les navires, c'est de décarboner les données océanographiques en regardant le cycle complet de production de ces données. Et c'est-à-dire que ça met en jeu les navires, les engins, les équipements, les campagnes et la manière dont elles se déroulent. Le lien terre-mer, j'évoquais tout à l'heure la téléopération de campagne ou la téléprésence à propos de Mayotte, la gestion même des données. Et ça concerne tous les acteurs. Ça nous concerne à l'Ifremer, puisqu'on est chargé d'opérer la flotte pour le bien de tous. Ça concerne évidemment la filiale G-Navire, mais ça concerne aussi les usagers directs et indirects de la flotte, puisque finalement, ce sont eux qui sont les commanditaires et ce sont eux qui souhaitent que ces données soient acquises, que ce soit des scientifiques ou que ce soit des responsables de politique publique. Alors dans la salle aujourd'hui, il doit surtout y avoir des chercheurs, des scientifiques, dans les usagers, mais la flotte est aussi utilisée pour les politiques publiques. Donc c'est à ce titre-là, je crois que le programme qui vous est présenté ces 3 jours a été construit. C'est aussi à ce titre-là que des groupes de travail ont été mis en place. Et donc ça veut dire, pour terminer, qu'il nous faut effectivement articuler différentes dimensions que je viens d'évoquer, à la fois les besoins scientifiques, les moyens navals, la communication et les systèmes d'information, la programmation et la conduite des campagnes, et que c'est donc pas une affaire simplement des personnels concernés à l'Ifremer ou à G-Navire, mais c'est aussi une affaire des établissements et institutions impliqués, y compris les usagers scientifiques finaux. C'est aussi une affaire d'environnement, pas seulement d'environnement naturel, mais aussi d'environnement au sens contexte, avec toute la question des partenariats structurants et des opportunités qui sont connexes. Voilà ce que moi je souhaitais vous dire en introduction de ces journées. Vous remercier celles et ceux qui se sont mobilisés depuis maintenant plusieurs mois pour préparer les groupes de travail qui seront restitués. Puis vous souhaitez un bon séminaire, nous souhaitons un bon séminaire, puisque moi je vais assister à la plupart de vos travaux. Merci. Et je passe la parole à Olivier. Bien, bonjour à tous. Comme François, je crois qu'il n'est pas trop tard pour vous adresser
mes meilleurs voeux pour cette année, mais en mon nom, mais aussi au nom de la direction de la flotte. Alors, je vais, moi, avoir le privilège de faire un autre exercice qui est un exercice en 3 temps. Le premier temps, c'est déjà un point d'actualité sur l'activité de la flotte aujourd'hui. C'est de revenir dans un second temps sur, François l'a évoqué, la PMT flotte. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'évolution de la flotte, déjà, à travers ce que François a appelé les coups partis, mais qui sont effectivement des décisions déjà prises ou en cours, qui sont en train de se prendre et qui vont conditionner l'avenir. Et le troisième temps de ma présentation concernera la démarche de prospective, vous retracer un petit peu cette démarche et vous dire comment elle sera conduite jusqu'à la fin de cette année. Alors, pour aborder le... Ah, petit problème. Voilà. Donc, je crois que voilà, je le prenais à l'envers. Sur l'actualité des campagnes. Pour ceux, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont concernés par l'activité de la flotte cette année. Donc juste pour vous rappeler le calendrier de la flotte qui a été décidé et voté par le comité directeur de la flotte en décembre 2023. C'est un calendrier qui porte sur une activité du pourquoi pas qui débute dans le Pacifique avec la campagne Supermove, qui se poursuit par une campagne qui s'appelle Nodule 2024, avant un retour via les Antilles pour la campagne IT Twist et un arrêt technique de modernisation en fin d'année qui va se dérouler en Pologne. Concernant l'Atalante, le bateau est actuellement en arrêt technique. Il va ensuite passer en Méditerranée pour Mouche GE avant de faire Momarsat dans l'Atlantique et en toute fin d'année de passer lui aussi le canal de Panama pour aller en Pacifique Est et réaliser la campagne qui s'appelle Eden dans le cadre d'un financement France 2030 et qui va emporter le déploiement d'Ulix pour une des premières fois sur une campagne opérationnelle. Concernant le Marion Dufresne, nous avons cette année une OPS Austral qui est assez ambitieuse puisque la campagne dure 2 mois avec un certain nombre de projets qui ont été ou se sont agrégés dans ce créneau. Et le calendrier prévoit une forme de tour de l'océan Indien, on y reviendra, avec la campagne Sésame dans le canal du Mozambique, puis la campagne d'Hippomus, Indonésie, Sri Lanka et sur le créneau de milieu d'année. Le calendrier prévoit aussi pour l'Antea une activité assez soutenue avec la campagne Plume qui occasionne un déplacement en Asie et le démarrage d'une série de campagnes récurrentes dans le cadre de l'ERC Hope qui fera revenir le navire sur la même zone tous les 96 jours, donc qui est à la fois une chance parce que c'est beau d'avoir un ERC Hope, un ERC à déployer et en même temps une contrainte sur la programmation. Et enfin une belle ouverture sur finalement des partenariats qu'on a démarrés il y a quelques années, que ce soit avec les Norvégiens dans le cadre de l'OFEG autour du Comprensacogne ou du navire Amundsen canadien avec l'Université Laval. Alors tout ça serait très bien si finalement la réalité ne nous rejoignait pas. Et la réalité, elle est assez à la fois très positive et à la fois très délicate. Alors ce qui est très positif, c'est que nous avions fondé notre budget et donc le calendrier qui est associé sur un soutien à nouveau de la part du MESR de plus de 4 millions d'euros sur l'enveloppe énergie. Et finalement, nous avons eu un soutien plus élevé que ce que nous avions anticipé, ce qui va nous permettre de programmer une mission complémentaire qui s'appelle Crossroad, qui devrait se réaliser au mois d'août sur Thalassa. J'y reviendrai. Au chapitre des sujets plus délicats ou beaucoup plus difficiles à gérer, concernant le Marion Dufresne, toutes les demandes d'autorisation concernant la mission d'Hippomus soit n'ont pas abouti, soit ont carrément été refusées, ce qui nous conduit à annuler pour cette année cette campagne. Donc le chef de mission va bien évidemment retravailler son dossier, essayer de remonter ses collaborations,
mais l'environnement, en termes d'autorisation de travaux, on est bien sur un champ diplomatique et est assez complexe. Nous avions une autre campagne qui pouvait se dérouler en mer de Chine, Philippines, qui s'appelait Hydrocède, sur lequel nous n'avons pas non plus abouti. Le MAE n'a pas pris explicitement position pour ou contre, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est partir dans l'inconnu que de considérer lancer cette campagne. Et par ailleurs, vous entendez tous les actualités autour du canal de Suez et de la mer Rouge. Donc aujourd'hui, nous avons 15 jours de retard sur la logistique de Sésame. Donc, ce qui fait que le grand créneau d'été du Marin du Frêne, qui semblait bien stabilisé, finalement va être remodelé avec une attente à quai, puis la campagne Sésame qui démarre avec 15 jours de retard. Et nous avons lancé il y a 10 jours un appel à projet scientifique exceptionnel pour le Marion du Frêne. Donc je pense que l'information a circulé, mais faites-la circuler, n'hésitez pas. La clôture, c'est le 12 février, puisque nous avons la possibilité finalement de programmer quasiment un mois de campagne, le navire étant à quai et financé pour cette année. Donc c'est, je dirais, par certains côtés malheureux d'en arriver là, parce qu'en fait l'anticipation est quand même importante pour nous. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de campagne programmable pour des raisons qui sont complètement extérieures à la science. Et le dernier point, c'est que le Panama fait face à une sécheresse historique et que le canal a restreint le nombre de passages de moitié depuis le mois de novembre, de façon très brutale, avec un délai d'attente important, 15 à 22 jours pour passer le canal. Et donc la mission Supermove a été impactée. Elle n'a commencé que le 8 janvier. Elle est par ailleurs impactée par la situation en Équateur. Et au retour, eh bien, il faudra repasser le canal. Donc la mission Haiti Twist, normalement, devrait être très modérément impactée, mais aujourd'hui, voilà, c'est une anticipation. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, la campagne Crossroad qui s'insère sur Thalassa. Donc tout ça pour aussi faire un point d'actualité, parce que la flotte, c'est la prospective, et on est là pour la prospective. Mais c'est aussi la vie des campagnes de 2024. Alors, sur le deuxième point, c'est-à-dire les projets en cours, je pense, et la mise en perspective de la PMT, je pense qu'il faut qu'on revienne sur la situation aujourd'hui telle qu'elle se situe au niveau de la flotte, sur la façon dont elle répartit son activité. Donc j'ai repris la même carte que celle de François, mais mes lignes sont en jaune, mais c'est exactement la même carte. J'ai placé sur cette carte à peu près les proportions d'activité que nous pouvons avoir. 40% de notre activité se situe dans l'Atlantique, 17% en Méditerranée, ce qui fait un ensemble Méditerranée-Atlantique qui est proche des 60% de l'activité en nombre de jours annuels. Et les deux autres grands pôles d'activité se répartissent finalement de façon relativement équivalente, avec l'océan Indien, 23%, une activité qui est essentiellement supportée par le Marin du Frêne, et le Pacifique, avec l'Atalante qui est présent régulièrement. Alors face à finalement cette demande d'activité, les moyens qui sont en place, bien vous les connaissez, alors que vous travaillez dans le domaine des navires, dans le domaine côtier ou hauturier. Donc ce sont 2 navires de 25-30 mètres par façade sur la métropole. En 2025, on y reviendra, le NSH Manche Atlantique viendra remplacer le Thalia sur la façade atlantique. Et dans le domaine hauturier, donc nous nous appuyons sur 3 navires. Le Pourquoi pas, dont l'usage est partagé avec la Défense, et dont certains sont présents. On les remercie de leur présence. Et l'Atalante et Thalassa. Donc ce sont ces 3 navires qui principalement travaillent autour de l'Atlantique et de la Méditerranée. Le Pacifique, on l'a dit, l'Atalante est présent une année sur 4, voire une année sur 5, puisqu'on essaye d'agréger les projets de façon à ne pas avoir un déplacement pour trop peu de temps sur zone. Et l'Antea, qui désormais, depuis l'année dernière, a rejoint Nouméa et a remplacé l'Alice. Et enfin, je terminerai par l'océan Indien.
dans lequel la situation est un peu particulière. La présence du Marion Dufresne a permis historiquement un partenariat qui existait entre l'IPEV et l'ETAF, et que nous avons repris en 2018 et qui maintenant est entre l'Ifremer et l'ETAF autour de l'usage de ce bateau. Et la présence du bateau a permis d'entretenir des séries temporelles qui sont historiquement longues et reconnues. Le Beautemps-Beaupré, auquel nous avons accès via le partenariat Beautemps-Beaupré, pourquoi pas, vient régulièrement dans l'Indien, et nous avons pu réaliser des campagnes dans des zones d'insécurité élevée où nos bateaux ne vont pas, tandis que le pourquoi pas ou la Talente viennent régulièrement sur zone, et ça risque d'être le cas pour le pourquoi pas en 2025 ou 2026. Simplement, l'Indien nous pose deux problèmes. Nous ne disposons sur le Marion Dufresne que de créneaux d'usage fixe, ce qui fait qu'à l'été austral, notre capacité à déployer des campagnes scientifiques est aujourd'hui limitée. C'est le fait d'un montage historique dans lequel les TAF, qui sont propriétaires du bateau, ont besoin d'assurer la logistique et le ravitaillement des îles subantarctiques. Et donc, ce qui nous oblige à déplacer l'un des autres bateaux hauturiers. Alors, ce n'est pas un handicap. Le Marion Dufresne est un bateau qui a une capacité de carottage unique au monde. Et il est reconnu pour ça. Simplement, c'est le seul qui soit capable de le faire. Et donc, ce qui induit pour nous de longs transits régulièrement sur le seul créneau que nous avons à l'été, de façon à réaliser des carottes. Donc ça fait partie, je pense, des éléments qui devront remonter dans la prospective, parce que si on veut se projeter, peut-être que c'est aussi autour de ça qu'il faut qu'on travaille. Et nous n'avons par ailleurs plus de navires qui soient capables de réaliser des campagnes dans le domaine côtier, dans l'océan Indien, depuis le départ de l'Antea en Nouvelle-Calédonie. Historiquement, la flotte n'a pas de navire qui soit capable de travailler en zone en Arctique ou en Antarctique. Nous n'avons quasiment pas d'historique de travail. Je crois que le Marion Dufresne y a été pour une campagne il y a une vingtaine d'années, à l'été en Antarctique. Nous avons réalisé avec les bateaux historiquement de l'Ifremer des campagnes au Groenland, au Spitzberg, mais toujours encore une fois en eau libre et à l'été. Un partenariat a été signé en 2021 avec l'Université Laval et Amundsen Science, qui nous donne un droit d'accès à ce navire qui est le brise-glace canadien Amundsen, en échange de quoi nous garantissons à la partie canadienne de pouvoir accéder à l'un de nos grands navires en Atlantique Nord, puisque les Canadiens ne possèdent pas de navire recherche en Atlantique Nord. Par ailleurs, le partenariat OFEG nous permet en théorie d'avoir un accès, que ce soit au Komprinsakon norvégien ou au Maria Esperian allemand. Donc il n'y a pas d'échange financier, ce sont finalement des échanges de temps navire basés en bilatéral principalement, sur des intérêts partagés, mais dont la portée est limitée. À l'été 2024, il y aura une campagne française sur l'Amundsen. Et l'année prochaine, la campagne a été évaluée, la campagne canadienne. On représentera une trentaine de jours. Mais je pense qu'au mieux, nous aurons une campagne tous les ans. Alors, pour venir sur ce que François a appelé la PMT flotte, qui est finalement la feuille de route qui a été construite en 2017-2018 sur la base de la prospective scientifique qui avait été conduite par Catherine. L'Ifremer a négocié avec ses tutelles, donc principalement le MESR, un plan de renouvellement de la flotte qui effectivement porte la modernisation du pourquoi pas, j'y reviendrai la slide d'après, cette fin d'année, mais également les hypothèses de renouvellement des 3 autres navires hauturiers ou de leur capacité entre 2030 et 2035. Le premier à renouveler, c'est la Talente. La Talente a subi sa 2e jouvence. Il date de 1989, il n'est plus tout jeune. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que le bateau puisse continuer son activité dans de très bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles, on va dire, jusqu'en 2030, avant l'arrivée de son successeur.
Et à partir de 2030, en 2032 et 2035 respectivement, c'est notre capacité à remplacer et Thalassa et les jours auxquels nous avons accès sur le Mans Dufresne qui est en jeu. Donc à la fois en termes on va dire de murs d'investissement par certains côtés, mais aussi d'opportunités finalement à tracer un avenir différent, elle se situe aux alentours de 2030. Alors pour venir sur le pourquoi pas, donc le bateau sera en arrêt technique de novembre à avril de l'année prochaine. Le chantier qui a été retenu est un chantier polonais. Et compte tenu du fait qu'il y a une séquence d'essais techniques, mais aussi de recalibration des sondeurs, d'essais des treuils, le bateau ne reviendra en opération vraisemblablement qu'au mois de juillet de l'année prochaine. Les travaux portent sur la modernisation, ce qu'on appelle le traitement des obsolescences. C'est aussi bête que de changer les automates de la propulsion, de retravailler sur un certain nombre de sujets de tuyautage à bord ou autres, mais aussi l'installation de nouveaux équipements scientifiques. Et là, ça va porter sur une gondole neuve. Donc la gondole, c'est l'aile qui est sur l'avant et qui emporte l'ensemble des équipements scientifiques. L'ensemble des équipements acoustiques seront intégralement changés. Le treuil grand fond va lui aussi être débarqué et un nouveau treuil sera mis en place. Et la grue océanographique qui permet de déployer que ce soit les systèmes sous-marins ou Pinfeld sera modifiée de façon à pouvoir embarquer Pinfeld nouvelle génération. Le budget d'investissement, c'est 25 millions d'euros qui est cofinancé à 45% par la Défense. Si on passe sur les navires dits côtiers, alors le terme côtier est réducteur, ce sont les navires côtiers et régionaux. Le plan de renouvellement de la flotte qui a été adopté prévoyait une sortie de la liste en 2023, ça a été fait, remplacé par l'Antea, et son remplacement par un navire dit semi-hauturier Pacifique. À l'époque, on espérait pouvoir le faire entrer en flotte en 2026. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais dans les faits, c'est le Michel Rocard qui va remplacer l'Antea. Et le deuxième navire qui devait être remplacé, c'est Thalia. Et là, je vais y revenir tout de suite. C'est un navire régional d'une 40aine de mètres qui va le remplacer. Les remplacements des autres navires sont à plus lointaine échéance. Alors, pour ce qui concerne le navire semi-hauturier dit Manche Atlantique, donc le contrat de construction a été passé l'année dernière. Et c'est le chantier espagnol Fréré à Vigo qui a été retenu. C'est un chantier qui a construit déjà un certain nombre de bateaux océanographiques, que ce soit pour le compte des Britanniques, mais également des Espagnols, d'une 40aine de mètres. Donc, la demande telle qu'elle avait été exprimée dans la PMT flotte, c'est de passer d'un bateau de 25-30 mètres avec 5-6 places à bord pour les équipes scientifiques à un bateau régional, plus large, capable d'embarquer jusqu'à une douzaine de scientifiques ou de techniciens et capable d'opérer plus longtemps à la mer sur des campagnes plus longues. En définitive, le compromis qui a été trouvé, à la fois dans le budget dont nous disposions, à la fois aussi par rapport à des critères à la fois de taille du navire. C'est un bateau d'une 40aine de mètres, large de 10-11 mètres, et un tirant d'eau de 4,30 mètres, c'est-à-dire qu'il sera capable, avec 12 marins, d'embarquer une dizaine de scientifiques et techniciens sur la même campagne. Le bateau sera capable aussi, avec 19 jours d'autonomie, d'aller travailler aux Antilles, et offrira une capacité de travail 24 heures sur 24. Donc, premier bateau commandé depuis de nombreuses années. Nous avons travaillé sur des spécifications qui font que les réductions d'émissions de CO2 en particulier devraient être réduites d'environ 30% en route et 50% en station par l'embarquement d'un certain nombre de technologies ou de solutions techniques qui sont aujourd'hui répandues dans les chantiers. Certaines solutions dont on pourra entendre parler demain ou dans les présentations n'étant pas encore matures. Avec une capacité à mi-vie du bateau, et ça, il nous a semblé que c'était extrêmement important de pouvoir embarquer dans 10 ou 15 ans une solution de propulsion différente que celle d'aujourd'hui, donc une capacité pour ce bateau à évoluer de façon à avoir une empreinte environnementale réduite.
le deuxième navire dont on parle, c'est un navire pour le Pacifique Ouest et l'Antarctique de l'Est, puisque, en définitive, la décision a été prise et annoncée lors du One Polar Summit par le président de la République, du choix de donner suite aux demandes de la communauté scientifique qui travaillait auparavant en Antarctique de l'Est et qui s'était retrouvée orpheline du premier astrolabe, l'astrolabe actuel ayant un créneau de temps plus limité au profit de la logistique IPEV et les conditions ne permettant plus, dans ce cas-là, de réaliser des travaux scientifiques. Donc, la deuxième mission du bateau, bien évidemment, c'est de continuer de travailler en Pacifique Ouest. Et donc, ce bateau qui ferait de l'ordre de 65-70 mètres, avec une classification lui permettant de travailler en Antarctique de l'Est en été, opérera en Pacifique Ouest de mars à novembre, descendra sur Hobart pour décembre, pour travailler à la même période que l'Astrolabe d'ailleurs, en gros de la mi-décembre à fin février sur l'Antarctique de l'Est avant de remonter. Je vous avoue que pour nous, c'est une absolue nouveauté. Nous n'avons aucun historique à la fois de travail dans la zone et de lien avec la communauté qui y a travaillé. Ça nous paraît extrêmement important aujourd'hui de lancer, et c'est ce qui va être fait, alors Christine est quelque part par là et c'est elle qui s'en occupe en ce moment, tout un travail de réflexion avec les deux communautés concernées, que ce soit la communauté qui travaille en Pacifique Ouest, que ce soit la communauté qui travaille en Antarctique de l'Est ou qui y travaillait, de façon à bien préciser le cahier des charges avant de lancer les appels d'offres et la construction du navire. Donc ce travail est en cours de construction. Les groupes de travail vont être montés dans le courant du mois de février pour un travail qui devrait nous conduire jusqu'au mois de septembre, de façon à avoir une expression du besoin à la fois scientifique mais aussi logistique suffisamment claire pour définir correctement ce navire. Donc c'est une image d'un bateau qui a été dessiné dans une optique de chiffrage budgétaire, mais qui n'est bien évidemment pas le navire qui nous attend. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les navires de station, puisque en fait, les navires de station sont financés par le budget de la flotte. Donc aujourd'hui, le remplaçant du Sepia est en construction, c'est chez Plastipèche en Vendée. Il devrait être livré à l'automne de cette année. Enfin, sur le sujet des systèmes mobiles et sous-marins, le plan de renouvellement qui a été acté en 2020 prévoyait l'entrée en service d'Ulix. C'est presque fait. L'entrée en service était prévue en 2022. Aujourd'hui, nous nous projetons dans un transfert à G-Navire pour l'exploitation dans le courant de cette année. Ça illustre aussi que le travail de mise au point d'un AUV 6000 n'est pas un travail simple. C'est, comme l'a dit quelqu'un, une longue traversée du désert, malgré une centaine de plongées réalisées. Le Nautile était censé s'arrêter en 2025. On verra dans la plage suivante que ce ne sera pas le cas. La modernisation de Victor était prévue, elle est en cours et devrait se concrétiser l'année prochaine. Alors, je ne vais pas rentrer dans la mise en service d'Ulix ou le projet Deep Sea Innovation ou encore la modernisation de Victor, puisque demain vous aurez une présentation. Donc c'est peut-être pas la peine qu'on fasse doublon. Mais en tout cas, les équipes sont dans la pièce et demain vous aurez l'occasion de poser l'ensemble des questions que vous souhaitez sur le sujet. Mais je voulais quand même, parce que je pense que c'est un sujet qui ne peut pas rester dans l'ombre, venir sur la décision qui a été prise par le comité de pilotage France 2030 en décembre, c'est de financer le prolongement du Nautile. Donc il a été demandé à l'Ifremer, c'est une décision de l'État, ce n'est pas une décision du comité directeur de la flotte, de moderniser Nautile, de façon à garder
en France une capacité à développer et opérer des submersibles habités grand fond. Aujourd'hui, les équipes de SM travaillent sur on va dire le chiffrage de cette opération et surtout son contenu technique. Nautile est un engin qui est en service, qu'on ne peut pas fondamentalement modifier, au sens qu'il a une architecture qui est ce qu'elle est. Donc aujourd'hui, le travail des équipes de SM va être finalement de pousser jusqu'aux limites possibles le système de façon à embarquer des solutions soit innovantes, soit d'amélioration de la perception. Donc ce qui est en jeu, c'est vraisemblablement un remplacement de la flottabilité, un réaménagement de la sphère. Ceux qui l'ont vécu savent que parfois la sphère, on y est un peu à l'étroit, un peu contraint. D'améliorer tout ce qui est système informatique et logiciel, d'améliorer la vision et la perception. Il y a une refonte de la face avant aussi qui est en vue, avec l'embarquement de solutions développées par des industriels français, en particulier sur les bras manipulateurs, une refonte du système de puissance, et puis sans doute un drone éclaireur qui soit déployé depuis Nautile. Donc tout ça, c'est en phase de maturation techno. Ce que nous avons devant nous, c'est finalement un arrêt technique qui devait être le dernier en janvier de l'année prochaine, qui va être un petit peu plus important que prévu, puisqu'il s'agit de garder l'engin. Donc pour nous, il va falloir s'attacher à ce que les équipes qui ne connaissent pas l'engin et ne travaillent pas l'engin puissent, à l'occasion de cet arrêt technique, prendre pied sur l'engin, et avec une phase de modernisation fonctionnelle qui va être en 2026 et 2030, c'est-à-dire que en fait, le point d'orgue, ce sera 2030 ou 2031, avec l'intégration de l'ensemble des nouvelles briques technologiques, pour une phase d'exploitation qui nous mènera à 2035. Voilà aujourd'hui ce que je peux dire de Nautile et de la façon dont, par rapport à cette décision, nous sommes en train de nous organiser. Alors, juste pour terminer, je pense que le point précédent, l'objectif pour nous, c'était de décrire d'où on part. Je pense que tout le monde connaît un peu le point de départ, mais c'était de le repartager. Et pour terminer, donc, vous décrire un petit peu plus la démarche prospective telle que nous l'avons imaginée, telle que François l'a retracée. Donc le pourquoi, c'est parce que le plan de renouvellement de la flotte qui est adapté en 2020, on l'a vu, n'est plus soutenable en raison... Le premier sujet, c'est l'augmentation du coût des énergies, et plus directement celui de l'inflation. Aujourd'hui, nous avions annoncé des coûts d'investissement qui sont largement dépassés, donc il faut qu'on révise ça. Mais surtout, et en parallèle, une prise de conscience généralisée qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte et limiter les impacts environnementaux des activités scientifiques et donc de la flotte. Donc l'objectif pour nous est double, mais le second, bien évidemment, est extrêmement important. Alors, François l'a rappelé aussi, le comment, c'est une approche systémique. Réduire les émissions de GES ne peut pas se réduire au navire. La technologie, il n'y aura pas de silver bullet. La technologie ne réglera pas tout. Et c'est pour ça que cette démarche de réduction des émissions de GES de la flotte, elle devra se faire avec vous, en tant qu'utilisateur de la flotte, pour englober l'ensemble du système et travailler aussi sur l'évolution des usages. Donc notre objectif, c'est d'ici fin 2024, suite à ce séminaire et à des travaux que je vais décrire juste après, d'avoir une actualisation de la programmation à moyen terme, incluant 2 jalons, 2031 et 2035, visant à réduire les émissions de GES de l'activité tout en maintenant un niveau de service qui soit un haut niveau de service. Donc le deuxième, et je viens de le dire, c'est d'initier aussi une dynamique de long terme d'évolution des usages qui nous permettent d'atteindre une cible zéro émission GES en 2050. Alors, la prospective, elle s'est construite autour finalement de 3 axes. Un premier axe, c'est de qualifier à nouveau, mettre à jour les besoins scientifiques auxquels la flotte devra répondre. Nous ne sommes pas
un opérateur d'activité scientifique, nous sommes censés répondre à des prospectives, à des programmes scientifiques qui sont déterminés ou conduits par les organismes de recherche français. Donc le travail qui a été fait dans l'axe 1 depuis le mois de mars, c'était de revisiter ce qui a été fait en 2017, de le compléter, de pister les inflexions, et c'est ce qui sera tout à l'heure présenté et retravaillé en atelier. Le deuxième axe, c'est faire le point sur les technologies. Alors on a parlé des navires, il y a beaucoup de choses sur les navires, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui touche les drones de surface, par exemple, qui sont en train d'apparaître, ce qui va toucher tout ce qui est l'intervention sous-marine. Il y a un groupe de travail sur l'océanographie à la voile qui avait démarré sans nous et qui finalement a accepté de travailler avec nous, et on en est ravis. Donc la technologie nous paraît un axe, mais ne doit pas être le seul. Et le troisième, ça fait écho à ce que François a présenté, c'est qu'aujourd'hui la flotte fonctionne sur la base de partenariats historiques, que ce soit avec les TAF au niveau du Marin Dufresne, que ce soit avec la marine sur le pourquoi pas. Nous avons souhaité redialoguer avec nos partenaires, les TAF, la marine, de façon à voir si finalement ces partenariats qui dataient d'il y a 20 ans, qui correspondaient à un intérêt réciproque, étaient toujours d'actualité. Je crois que la marine est là, on s'est redit qu'on avait sûrement intérêt de continuer de travailler ensemble, en proximité en tout cas. Il y a le sujet du renforcement de la stratégie européenne. On y reviendra demain. Et puis il y a tout ce qui est initiative privée. Aujourd'hui, c'est un angle mort complètement pour la flotte océanographique française. Et une des questions qui doit être adressée dans cette prospective, c'est comment finalement on se positionne vis-à-vis de ces initiatives privées. Est-ce qu'on vous laisse aller directement? Nous n'avons rien à vous imposer. Ou est-ce que finalement, quelque part, on vous aide à monter des partenariats avec certaines de ces initiatives? Et puis, tout ça, ça ne peut se faire que sur aussi une bonne vision des choses. Et on a mandaté une société qui s'appelle Ciris, qui demain nous présentera les résultats d'un benchmark international qui, ma foi, est extrêmement intéressante sur le positionnement de la France et des partenariats possibles. Donc voilà les 3 axes qui ont été travaillés. Ils ont été travaillés à travers des groupes de travail, à travers des consultations. Et donc la session de demain matin reviendra sur les axes 2 et axe 3 en support aux ateliers de l'après-midi. Et puis ce qui traverse tout ça, c'est effectivement le sujet de l'impact environnemental. Nous n'avions pas de bilan GES propre à la flotte. Donc avec le soutien de la cellule ad hoc de l'Ifremer, nous avons revu le périmètre de notre bilan GES pour intégrer le maximum de postes d'émission de façon cohérente. Ce sera également présenté demain matin, et pouvoir vous mettre à disposition des données par campagne, ce qui n'était pas le cas. Et puis c'est le sujet demain de partager un état des lieux, des réflexions sur la décarbonation. Ce sera le sujet de l'atelier A principalement demain, et sur lequel on vous a un petit peu forcé la main pour que tout le monde y passe, parce que celui-là, il nous paraissait extrêmement important de partager et de réfléchir ensemble sur les axes possibles. Et puis ça nous conduira à l'identification et au choix des solutions pour la suite dans un deuxième temps. Donc dernière slide avant d'avoir fini d'endormir tout le monde. Le calendrier. Donc nous sommes aujourd'hui fin janvier. Suite à ce séminaire, il y a un certain nombre de remontées. On y reviendra mercredi matin sur la façon dont ça se présente, qui seront produites. Et sur la base de ces travaux, nous allons travailler sur des scénarios, puisqu'il va falloir le traduire en scénarios, qui seront présentés lors d'un second séminaire, sans doute peut-être en distanciel, ce n'est pas encore stabilisé, au mois de juin, plus court, et qui nous permettra ensuite de partir dans un cycle de négociation avec nos tutelles, parce que ce que nous pouvons souhaiter ou prévoir, il faut le financer. Et donc, en définitive, c'est un cycle tout aussi important qui va s'ouvrir pour nous à partir de l'été, de façon à pouvoir formellement adopter une nouvelle BMT. Voilà. Merci.
Merci Olivier Lefort. Y a-t-il éventuellement une ou deux questions dans la salle suite aux propos introductifs de François Ollier et d'Olivier Lefort avant qu'on passe à la table ronde? Vous pouvez, si c'est le cas, lever la main. On vous passera un micro. Sinon, on enchaîne directement. Bon bah. Oui. Merci beaucoup Olivier. Sur le bateau Atlantique, je crois qu'on avait discuté qu'il serait jumboisable dans le calcul, dans la façon dont il va être construit. Est-ce que c'est confirmé ou est-ce qu'il restera à la taille à laquelle c'est prévu? Oui. Ma deuxième question, tu n'as pas mentionné le PolarPod. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le jeu? Alors, je vais répondre aux deux questions. Je suis taquine. Oui. On est là pour entendre toutes les questions. À la première question, est-ce que le navire surminiaturier dit Manche Atlantique sera jumboisable? La réponse est oui. Ça faisait partie du cahier des charges, puisque, j'ai peut-être mal dit tout à l'heure, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous partons sur une propulsion électrique, hybride, avec des batteries, mais qui reste quelque part dans l'état de l'art d'aujourd'hui. Si les solutions en termes de propulsion décarbonée différentes se présentent dans les 10-15 ans qui viennent et qui soient réellement soutenables, ce bateau pourra les embarquer. Donc ça veut dire, ce qu'on appelle jumboiser, c'est couper le bateau au milieu et rajouter une tranche au milieu qui permet d'accommoder une machine ou une propulsion différente. Oui, il le sera. Sur le sujet du PolarPod, alors la réponse est très simple. Le PolarPod n'est pas dans l'IR Étoile flotte, donc c'est pour ça que je ne le mentionne pas. L'État a demandé à l'Ifremer de porter la construction du PolarPod. Le programme scientifique est aujourd'hui à la main et sous pilotage CNRS, mais le PolarPod ne fait pas partie du périmètre de la flotte. Même si, pour être totalement transparent, ce sont des équipes techniques de l'IR Étoile qui sont impliquées effectivement dans la conception de l'outil, puisque ce sont les seuls qui, à l'Ifremer, étaient capables de porter ce dossier. Pas d'autres questions?